on a fini la journée de vélo et on vient de choisir notre emplacement de bivouac pour la nuit. C'est vrai qu'au début on galérait beaucoup à trouver l'endroit idéal et au fur et à mesure on a eu de plus en plus l'habitude et on connaît un peu maintenant, on a un peu une routine qui s'est installée pour trouver notre spot. Donc on installe le campement et on en reparle. Alors c'est difficile de trouver le bivouac parfait, mais nous on a un peu une méthode maintenant qui s'est établie au fur et à mesure du voyage et qui marche à peu près à tous les coups. Donc pour un bon bivouac, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, dont des éléments à prendre en compte avant de trouver l'emplacement. Donc déjà, avant de trouver son emplacement pour la tente le soir, il faut s'assurer qu'on va être bien autonome en eau, en nourriture et en énergie pour la nuit. Forcément, on va faire en sorte d'être un peu isolé et donc on n'aura pas accès à de l'eau et à de la nourriture. C'est important pour être serein, quoi. C'est parfois pas évident, des fois pendant 50 km, il n'y aura aucune source d'eau, aucun magasin. Donc ça, il faut le savoir bien en amont, dès le matin et s'organiser pour avoir nos ressources. On en parle notamment dans la vidéo des 24 heures, mais l'eau, il va falloir trouver des sources dans par exemple les cimetières. Ça va dépendre des pays en fait. Station essence. Station essence. Notre nouvel allié. Ensuite, on a une technique qui a fait ses preuves pour repérer un petit peu à l'avance où est-ce qu'on va pouvoir mettre la tente, c'est la vue satellite. Alors pour ça, on peut utiliser Google Maps ou on peut utiliser Komoot si vous faites comme nous des itinéraires vélo avec Komoot. Et ça va donner un petit peu une idée du revêtement, si c'est plutôt des cailloux, si c'est plutôt de l'herbe. Et donc en plus d'avoir une idée sur le revêtement, si ça va être possible de mettre la tente, de planter les sardines, tout ça, on peut avoir aussi accès sur Komoot à la topographie du terrain et donc savoir si le terrain est plutôt galère, ultra en pente ou si c'est plat. Ça marche pas à tous les coups évidemment, mais ça donne quand même une idée. C'est vrai que des fois ça marche pas parce que par exemple on va avoir l'impression que c'est une belle prairie verdoyante et en fait quand on arrive c'est tout clôturé, donc ça on peut pas forcément le savoir à chaque fois. Ici par exemple en Crète c'est très rocailleux. Donc même sur la vue satellite, même si on voyait tous les oliviers, bah, en fait le sol n'est pas forcément idéal, mais ça donne quand même une bonne idée. Et puis ça va dépendre aussi de la saison, parce que parfois on a une vue satellite qui est prise en été et en hiver, bah, c'est pas du tout pareil. Et puis parfois il y a une rivière qui est passée au milieu, qui a tout lessivé, enfin ça peut quand même changer, mais encore une fois, ça donne une idée pour au moins ne pas être totalement surpris en arrivant sur l'endroit. Et aussi, dernier élément à prendre bien en compte avant même de trouver le lieu, c'est connaître un peu les lois en vigueur dans le pays en question et dans la région où vous êtes. Par exemple, en Finlande, le bivouac est totalement autorisé et très répandu, donc voilà, on n'avait aucun mal à planter la tente. Après, dans certains pays, ça va être interdit, mais voilà, les règles sont assez souples en général, du moins en Europe. Et souvent le bivouac est toléré s'il respecte certaines conditions. Et puis en dehors de la loi, il y a le point de vue des locaux sur le bivouac. Et ça, bah, c'est plutôt le côté humain, on y reviendra tout à l'heure, la relation avec les gens quand on plante la tente. Sachant qu'un bivouac, dans les règles de l'art, normalement, ça se fait du coucher du soleil au lever du soleil. Donc en fait, dans la plupart des pays, même si le camping sauvage, comme on appelle, est interdit, le bivouac, lui, s'il est fait dans les règles vraiment... On monte la tente quand il commence à faire nuit et quand le jour se lève, et bah, on déjeune et on replie le campement rapidement pour partir. Ça, dans la plupart des cas, vous ne serez jamais embêté. Sauf si vous êtes sur un site protégé ou alors si c'est explicitement écrit que c'est interdit de camper. Et là, vous ne pourriez pas dire que vous n'étiez pas prévenu, donc c'est aussi du bon sens. Alors ça y est, le soleil se couche, il est temps de trouver un endroit où passer la nuit. Nous, la première chose qu'on va faire, c'est s'éloigner des grands axes. Donc c'est ce qu'on appelle entre nous la règle des 3 routes. C'est-à-dire qu'on part d'une grande route, on s'enfonce dans une plus petite route et pour enfin trouver un petit chemin où on va pouvoir se mettre en bord de chemin ou dans un champ attenant. Généralement, bah, ça permet d'être tout simplement loin du trafic et donc loin du bruit et loin des ennuis potentiels. Nous, on essaye d'éviter un endroit où les voitures pourraient avoir accès parce que la seule vraiment mauvaise expérience qu'on a eue en camping sauvage, c'est lié à une voiture qui est venue en Bulgarie jouer un peu faire un rodéo autour de la tente et là, c'est un peu la panique parce que bah voilà, on sait que la voiture peut potentiellement détruire notre tente et du coup c'est pas très rassurant. C'était un grand moment. Donc on évite à chaque fois les endroits où les voitures ont accès, c'est évidemment pas toujours possible mais c'est l'idéal. Ou au moins savoir limiter les accès, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une route d'un côté, une route de l'autre, un chemin pédestre. C'est-à-dire que si on peut accéder à votre emplacement que par 1 ou 2 accès maximum, c'est mieux. Bah, potentiellement, il y aura moins de gens qui viendront. Et donc, vous êtes plus rassuré en fait, de savoir que personne ne peut venir sur l'emplacement.
Puis après, des fois, on le découvre, une fois installé, on découvre qu'en fait, il y a un sentier juste à côté. Sachant que nous, quand on est dans la tente, on se sent vulnérable par rapport aux gens qu'il y a autour. Mais il faut aussi se dire que s'il y a des gens qui passent à côté de votre emplacement, ils vont pas forcément penser tout de suite ah, ils n'ont pas le droit d'être là, c'est pas bien ce qu'ils font, etc. En fait, la plupart des gens qui vont passer, ils vont plutôt prendre soin de vous et justement, s'ils ont envie de vous parler, ils viendront vous demander si vous avez ce qu'il faut à manger, à boire, si vous n'avez pas froid. Au final, les gens, ils sont hyper... admiratifs en général et c'est vrai qu'à chaque fois que des gens sont venus nous parler, nous, au début, on était un peu... maintenant, ça va mieux, mais au début, on était un peu méfiants. On savait pas trop et puis... à chaque fois, en fait, c'est pour, comme disait Brewen, nous offrir des vivres, pour s'assurer voilà, que tout va bien. Et souvent, c'est pour nous dire qu'on a du courage parce qu'ils caillent. Et donc, la troisième petite règle, c'est que s'il y a des locaux au moment où vous vous installez, s'il y a des gens autour, n'hésitez pas à aller leur demander si vous pouvez vous installer ici. À chaque fois qu'on a fait ça, franchement, ça nous a vraiment récompensé. Donc voilà, s'il y a des gens, montrez votre présence aussi, n'essayez pas forcément de vous cacher parce que justement, si vous vous montrez, vous montrez aussi que vous savez que vous avez le droit d'être là, que vous n'allez pas faire n'importe quoi et les gens vous auront vu, il y a plus une confiance qui s'installe. Donc une fois qu'on a trouvé notre emplacement, donc voilà, qu'on s'est éloigné des axes principaux, qu'on a anticipé nos ressources, qu'on est prêt à installer la tente, plusieurs éléments à nouveau à prendre en compte pour être sûr que l'emplacement sera parfait, s'assurer que le sol sera plat et qu'on ne se retrouve pas vraiment à se rouler l'un sur l'autre ou la tête à l'envers une fois dans la tente, que les sardines vont pouvoir se planter. Parfois voilà, le sol nous paraît bien et en fait ça va pas du tout. Et ça nous est arrivé de planter les sardines dans un terrain trop meuble et qu'il y a un vent de fou pendant la nuit et que du coup les sardines s'arrachent et la tente commence à s'envoler. Donc c'est important aussi de vérifier que les sardines peuvent bien se planter. Ouais. Ensuite, c'est assurer que le terrain ne va pas être inondable parce que s'il y a des grosses pluies pendant la nuit ou si vous êtes près d'une rivière, s'assurer que vous êtes bien au sec. S'isoler aussi le plus possible du vent. Donc ça, nous, on regarde à chaque fois la météo, enfin les prévisions météo. Et là, par exemple, cette nuit, il prévoit vigilance orange, donc de forts vents. Et on a essayé de trouver un endroit bien enclavé dans les montagnes où normalement on sera abrité du vent. Et la dernière chose à prendre en compte aussi, c'est les points cardinaux. Donc si vous êtes en hiver et que vous voulez plutôt le soleil le matin, on va essayer de s'orienter pour avoir le soleil le plus tôt possible dans la journée. À l'inverse, nous là il fait plutôt chaud, donc on s'est mis à l'ombre tout de suite pour mettre le campement. Et on va essayer de ne pas avoir le soleil trop vite pour pas que ça chauffe trop la tente. Ça dépend vraiment des saisons. Ça va vraiment tout changer en fait si vous avez le soleil du matin ou pas, donc pensez-y. Après ça paraît hyper technique, s'orienter, s'abriter du vent, etc. C'est tous les éléments qu'on vous donne en vrac. Le bivouac parfait n'existe pas. Plus vous rassemblez d'éléments comme ça et de conseils qu'on vous donne, mieux vous serez. Mais nous on a rarement eu le bivouac parfait. On a beaucoup évolué depuis le début et maintenant ça va beaucoup mieux, mais... disons que les erreurs qu'on a fait, au moins on a appris tout de suite. Quoi. C'est la fois où on était mal orienté, la fois où on était un peu inondé par la pluie. La fois où on avait le seul endroit à l'ombre de tout le terrain et qui caillait et que la tente séchait pas. Ouais. Du coup ça nous est même arrivé des fois le matin de bouger la tente juste pour que la tente sèche. Et en fait finalement c'est beaucoup une question de feeling, savoir si on va être à l'aise. Quand ça fait 5 minutes qu'on s'est installé et que voilà on se sent vraiment chez nous, on s'est approprié les lieux, c'est que c'était le bon endroit. Si à l'inverse on n'est pas à l'aise, on a peur qu'il y ait des gens qui nous voient, on a peur qu'on vienne nous déranger pendant la nuit, vaut mieux changer d'endroit parce qu'une fois qu'on est dans la tente, une fois qu'il fait nuit, c'est trop tard. Et donc si on se sent pas bien, on va pas passer une bonne nuit. Vaut mieux prendre ça en compte avant. Et c'est d'ailleurs une chose, un des éléments pour monter le campement, c'est prendre connaissance de son environnement. Prendre connaissance des bruits éventuels qu'il peut y avoir, s'il y a des animaux, s'il y a une route à côté, s'il y a un aéroport, je ne sais pas. Ces bruits-là, une fois qu'on en a conscience, ils ne vont pas nous surprendre. En revanche, si on n'a pas fait attention avant, ça peut faire un peu peur quand il fait nuit. D'une façon générale, on s'habitue vraiment à la vie animale qu'il y a autour de nous. Les premiers bivouacs, forcément, ça fait un peu peur. Stressant, ouais. Mais au final, on adore ça maintenant. On adore entendre tous les petits animaux. Ça fait partie du truc. Même si des fois, c'est hyper stressant. Par exemple, en Bulgarie, on savait qu'il pouvait y avoir des loups, des ours. Et les loups ou les chacals aussi, on les entendait tous les soirs au coucher du soleil. Et là, on a beau savoir qu'ils sont là, on a entendu les bruits, on sait, c'est pas du tout rassurant quand même. Donc, ouais, c'est ça. Ça dépend des régions du monde et de
de la faune locale. Là ça va, on sait par exemple qu'il y a des biquettes pas loin et on entend leurs cloches et donc cette nuit on sera pas surpris. Potentiellement il peut y avoir une chèvre ou un mouton qui vient brouter juste à côté de la tente. On le sait, on ne sera pas surpris. Et par rapport aux animaux, justement, on fait bien attention, nous, de toujours fermer nos sacoches qui contiennent la nourriture. En Bulgarie, par exemple, où il pouvait y avoir des ours, on les isolait vraiment de la tente. Donc ça, c'est des conditions particulières où on isolait bien la nourriture de la tente, on faisait notre vaisselle au loin, etc. On ferme à chaque fois les sacoches. Et la seule fois où on les a pas fermées, une petite souris est venue... prendre dans nos ressources, elle a mangé le fromage, c'était vraiment cliché, le truc qui avait disparu c'était le fromage et c'était une souris. Et par rapport aux locaux aussi, il y a une chose qu'on fait toujours, c'est laisser un campement le plus propre possible. Donc s'il y a quelqu'un qui passe à côté de la tente, on voit juste la tente, les vélos bien rangés, c'est propre et on sait, d'un point de vue extérieur, on sait qu'on va pas faire n'importe quoi, qu'on va juste passer notre nuit tranquillement et partir le lendemain. Garder tout propre, c'est essentiel. Et donc on range à chaque fois toutes nos sacoches dans la tente, non seulement pour que d'extérieur, voilà, ça fasse propre, et aussi parce que nous on est plus serein d'avoir nos objets vraiment avec nous, notamment les objets de valeur qu'on garde dans la chambre. Et les vélos, parce qu'on a beaucoup eu la question aussi de si on n'a pas peur de se faire voler les vélos la nuit. Et moi, c'est une crainte que j'avais aussi avant le voyage. Et en fait, les vélos, on les accroche systématiquement, même si on est dans le coin le plus paumé du monde. On accroche les vélos, on les bâche pour les protéger aussi et puis qu'ils soient pas trop visibles. Et en plus, la bâche fait beaucoup de bruit, donc si jamais il y avait le moindre souci, ça nous réveillerait. Et c'est bon à savoir parce qu'au tout début, on était un peu paniqués, on savait pas trop. On avait essayé de mettre les vélos un peu sous l'abside de la tente, c'est pas du tout pratique. Donc maintenant, on fait comme ça, on a pris cette habitude. Ouais, ça peut paraître un peu ridicule de mettre l'antivol au milieu de nulle part, mais nous, ça nous rassure, donc ça prend vraiment 10 secondes à faire. Et ça nous permet de dormir plus tranquille, donc pourquoi pas. Si vous aussi, vous êtes un peu flippé de vous faire voler les vélos, ou autre, hein, ça marche pour les vélos, pour les sacs à dos, pour n'importe quel matériel en soi. Il y a vraiment deux écoles, hein. Des fois, on a vu des cyclos qui laissaient tout leur matériel étalé partout autour et ils dormaient sereins comme ça. En plus, c'était en Finlande où il faisait jamais nuit, donc c'était comme ça en plein jour. Nous, on ferait pas ça, mais voilà, après... Nous, on est un peu maniaque et un peu parano, donc forcément, on va faire les choses de façon très procédurière. Donc on espère que tous ces conseils sur comment trouver le spot idéal vont vous aider aussi dans vos prochains campements. Donc encore une fois, on vous a donné tous nos éléments en vrac, mais on n'a pas une checklist à chaque fois qu'on arrive sur un emplacement. Est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça? Non, mais c'est plus nous tous les éléments auxquels on pense avec tous ces mois d'expérience, ouais, c'est ça, des galères qu'on a eues. Voilà un petit peu tous les cas de figure qu'on peut rencontrer, mais il n'y a rien de compliqué. Et comme le disait Léa, l'important c'est vraiment le feeling. Vous sentirez tout de suite si vous allez être bien ici ou pas. C'est vraiment ça qui est important, se sentir à l'aise. Mais en tout cas, dormir dans la nature, c'est quelque chose qu'on a expérimenté beaucoup dans ce voyage, qu'on connaissait pas trop avant, finalement. Et on adore, hein. C'est vraiment un sentiment génial quoi, d'arriver comme ça, de mettre sa tente, d'en faire sa petite maison pour une nuit, de s'approprier le lieu et d'avoir l'impression que c'est chez soi. Et le lendemain de quitter l'emplacement, et d'ailleurs tous les matins en partant, on remercie l'emplacement de nous avoir laissé passer une bonne nuit ici sans encombre. Petite routine qu'on a tous les matins, on remercie le lieu, c'est vrai. J'y pensais même plus, mais c'est vrai. Là où vous dites vraiment qu'on est grave. Et c'est vrai que faire du camping sauvage comme ça peut paraître beaucoup d'éléments à prendre en compte avant, à anticiper et tout ça, mais finalement c'est vraiment... aussi du spontané et la liberté de pouvoir se dire on sait pas où on dormira, mais dès qu'on trouve l'endroit on se dit voilà, c'était cet endroit, on va être trop bien pour la nuit. Et le lendemain matin on se réveille, on sait plus exactement où on est, on ouvre la tente et en général on est scotché face à notre environnement et c'est vraiment une super expérience. Et puis vivre comme ça vraiment au rythme des saisons. Là par exemple il fera nuit à bientôt là à 17h à peu près. Donc les soirées sont longues dans la tente et en général à 20h on est couché. Les nuits sont plus longues en hiver, on se réveille au lever du soleil alors que l'été on dormait moins. On se sent plus en cohésion avec notre environnement, quoi. Avec tous les éléments. Les sons, la lumière, la météo, tout ça, ça fait partie de notre vie, quoi. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions et à bientôt pour le prochain épisode vélo.